À l'article 3, et je vais passer la parole à Carole Grandjean et Michel de Vaucouleurs, donc je rappelle, relatif à l'emploi, notamment qui porte sur l'entreprise inclusive et l'égalité professionnelle femmes-hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le titre 3 de la loi du 5 septembre 2018 regroupait une cinquantaine d'articles traitant de diverses problématiques liées à l'emploi. Nous avons toutefois fait le choix de faire porter nos travaux sur les chapitres qui rassemblaient, selon nous, les dispositions les plus essentielles, les plus ambitieuses, celles relatives à l'entreprise inclusive, celles relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal, et celles relatives à la lutte contre les violences sexistes et à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. C'est par ce dernier volet que Carole Grandjean commencera à nous rapporter nos travaux. J'en viens à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail. En premier lieu, l'article imposant aux entreprises de plus de 50 salariés la publication annuelle d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer en cas de résultats inférieurs à 75 points sur 100 me semble à souligner. Tous nos interlocuteurs ont salué la création de l'index. Tous ont insisté sur le fait qu'il avait l'immense mérite de permettre de partager un diagnostic sur la situation en matière d'égalité salariale dans les entreprises et d'inciter les employeurs à prendre des mesures pour réduire ou mieux supprimer les écarts de rémunération. Il ressort de nos auditions que le dispositif produit de bons résultats, ce dont nous nous félicitons. La part des entreprises tenues de publier un index qui s'acquittent de leurs obligations est en hausse continue. En novembre 2021, elle atteignait 67% pour les entreprises de 50 à 250 salariés, 90% pour les entreprises de 250 à 1000 salariés et 95% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Surtout, les notes obtenues pour les entreprises sont en amélioration constante. Cela est particulièrement net pour celles qui comptent plus de 1000 salariés, dont la note moyenne atteint 88 points en 2021 contre 82,9 en 2019. En définitive, en 2021, les entreprises, toutes catégories confondues, ont obtenu une note moyenne égale à 85 points sur 100, soit 1 point de plus qu'en 2020. Au total, 466 mises en demeure de se conformer à la loi ont été notifiées par l'inspection du travail depuis la mise en œuvre du dispositif et 28 pénalités ont été prononcées d'après les derniers chiffres communiqués par le ministère du Travail. Selon nous, les indicateurs fonctionnent bien. Le délai de 3 ans laissé aux entreprises pour obtenir 75 points est satisfaisant et le montant maximal des pénalités est approprié. Pour autant, nous proposons quelques pistes d'évolution pour compléter l'index. Par exemple, à travers la création, à côté de l'indicateur relatif à l'écart du taux d'augmentation individuelle entre les femmes et les hommes, d'un indicateur mesurant l'écart entre le montant des augmentations de salaire accordées aux premières et aux seconds, ou que soit intégrée cette dimension dans le calcul de l'indicateur existant. Ou encore, en révisant sans tarder le barème du nombre de points obtenus en fonction des résultats afférents à l'indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, pour mieux valoriser les entreprises qui appliquent d'ores et déjà cette politique. Pour terminer, la loi renforçant également l'arsenal de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sur le lieu de travail. Cela passe par une obligation pour les employeurs d'afficher dans les lieux de travail le détail des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents. La loi prévoit aussi la désignation dans les entreprises de 250 salariés et plus d'un référent chargé d'orienter, d'informer, d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes d'autre part. Ces deux évolutions bienvenues mettront sans doute un peu plus de temps avant de produire leurs effets. Cela étant dit, plusieurs personnes auditionnées ont fait valoir que le nombre de signalements liés à des comportements prohibés avait diminué dans certaines entreprises depuis 2019 ou que les opérations de sensibilisation avaient effectivement pris de l'ampleur. Les articles du chapitre 1er du titre 3, consacrés à l'entreprise inclusive, étaient sous-tendus par un objectif simple et clairement énoncé: améliorer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées sont ainsi 2 fois plus confrontées au chômage que les personnes non handicapées possédant les mêmes caractéristiques. Il y a en premier lieu procédé à une importante refonte du régime de l'obligation d'emploi des travailleurs
Pour favoriser l'insertion professionnelle, le législateur a emprunté plusieurs voies. Il a en premier lieu procédé à une importante refonte du régime de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur privé. Le maintien de l'obligation pour toute entreprise comptant au moins 20 salariés d'employer les bénéficiaires de l'OETH à hauteur de 6% de ses effectifs, la recherche d'une hausse de la part du taux d'emploi direct dans le taux d'emploi global des travailleurs en question, la simplification des démarches administratives pour les employeurs, pour s'en tenir à des exemples dont l'ensemble était salué par nos interlocuteurs. Pour rappel, le taux d'emploi direct dans le secteur privé n'était que de 3,4% au moment du vote de la loi. Le constat que nous faisons, c'est que les modifications portées par la loi ont favorisé la prise en compte des enjeux touchant à l'insertion professionnelle de cette catégorie de travailleurs, ce qui constitue évidemment un motif de satisfaction. Pour autant, il est encore un peu tôt pour dresser un état des lieux détaillé et chiffré des conséquences en tout genre d'une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et gênée dans sa mise en œuvre par la crise sanitaire. Il faudra donc attendre pour apprécier les effets sur le taux d'emploi des travailleurs handicapés ou sur les modalités par lesquelles les employeurs s'acquittent de l'OETH. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le nombre d'entreprises du secteur privé assujetties à l'OETH est passé de 99 700 en 2018 à plus de 100 600 en 2021. Cette progression étant le fruit de changements des règles de calcul du seuil d'assujettissement. Ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est que la réforme a d'ores et déjà fait émerger un certain nombre d'interrogations, identifiées comme autant de points de vigilance pour l'avenir que nous souhaitons relayer en partie ici. Plusieurs de nos interlocuteurs ont ainsi insisté sur le caractère potentiellement déstabilisateur pour les entreprises de la disparition programmée des accords agréés prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel à destination des travailleurs handicapés. Il faudra donc veiller à ce que les entreprises signataires de tels accords soient étroitement accompagnées le moment venu. La quasi-totalité de nos interlocuteurs a du reste appelé de ses voeux la réécriture, quand ce n'était pas la suppression pure et simple, de la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, les fameux ECAP. Ce chantier, ouvert par la loi du 5 septembre 2018, devra être conduit à son terme. Au-delà, peut-être faut-il engager une réflexion, comme le suggère la GEFIP, sur l'évolution du régime des aides versées aux employeurs qui recrutent des travailleurs en situation de handicap, afin de les rendre plus efficaces et plus incitatives. En deuxième lieu, le législateur a modifié les règles touchant au cadre d'intervention des entreprises adaptées pour ancrer ces structures dans une logique plus entrepreneuriale et favoriser la mobilité des salariés vers les autres entreprises. Là encore, il est un peu tôt pour évaluer l'impact des transformations portées par le texte. Ce que l'on constate à ce stade, c'est que les services de l'État accordent une importance croissante à la qualité de l'accompagnement des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées, dont les engagements en la matière sont formalisés par de nouveaux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, ce dont on ne peut que se féliciter. En outre, ce qui ressort des informations transmises par le ministère du Travail, c'est que ces entreprises, une fois passé le pic de la crise sanitaire et économique qui les a durement touchées, ont été de plus en plus nombreuses à mettre en œuvre le dispositif expérimental baptisé CDD Tremplin, ce qui est encourageant. En troisième lieu, le législateur a adopté un ensemble d'autres mesures destinées, elles aussi, à faire progresser l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Facilitation du recours au télétravail, création d'un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés, renforcement de l'accessibilité des sites Internet des organismes relevant du secteur public, pour ne citer que ces exemples. Vous trouverez dans le rapport quelques développements sur les effets de ces dispositions. Je conclurai ces propos sur ce chapitre premier en soulignant que l'ensemble des mesures réglementaires d'application, à l'exception d'un décret, a vu le jour. Carole Grandjean va maintenant évoquer le volet consacré au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal. Sur ce sujet de la lutte contre le travail illégal et la régulation des travailleurs détachés, plusieurs axes ont été définis. Le fait d'adapter les exigences administratives pour certaines situations de détachement en allégeant et supprimant les obligations pesant sur les employeurs dans les situations les moins fraudogènes, renforcer les outils de contrôle et l'efficacité des sanctions administratives contre les dérives, par exemple en augmentant
le maximum des amendes administratives encourues. Il faut souligner que de nombreux donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage ont mis en place un suivi renforcé des obligations pesant sur eux, ce que nous tenons à saluer. Également, l'axe consistant à consolider l'arsenal juridique de lutte contre le travail illégal, par exemple en rendant obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation du chef de travail dissimulé lorsque l'infraction est commise en bonne organisée. Ainsi, la DGT constate que les tribunaux appliquent davantage la peine complémentaire que par le passé. Tout cela est évidemment encourageant et nous conforte dans l'idée que nous avons fait œuvre utile avec ce texte dense, mais qui a, malgré le contexte sanitaire, transformé durablement notre marché du travail, et c'est tant mieux. C'est incontestablement un texte de progrès qui fait le choix des compétences, et je tiens à remercier les deux ministres du Travail, successivement Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne, qui ont été l'une comme l'autre au moment de l'adoption, comme celui de l'exécution et l'évaluation à l'écoute des parlementaires. Nous vous en remercions.